Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de ces technologies. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Sylvain Duchesne, docteur en Computer Vision, CTO et co-founder de Check & Visit. Check & Visit est un spécialiste de la collecte de données sur mesure, créé en 2017. Ils ont levé 12 millions en 2022 et sont 60 personnes entre Rennes et Paris. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Check & Visit en détail ? Oui, en détail. Donc, on est effectivement un spécialiste de la collecte de données avec une composante très spécifique, c'est qu'on a démarré par le secteur de l'immobilier pour réaliser des états des lieux. Et pour les réaliser, on a développé notre propre application mobile, notre propre solution, afin de structurer les données de la bonne manière, parce qu'il y avait une transition incroyable à faire pour le secteur de l'immobilier, c'était passer du papier carbone, voire des feuilles imprimées, à des solutions digitalisées, pour reprendre le mot. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, en développant nos solutions techniques et en développant un réseau d'intervenants qui est présent sur le territoire national, donc on a plus de 350 intervenants, eh bien on a réussi à couvrir des besoins très particuliers de demande d'inventaire, demande d'inspection d'assurance, demande de relevé pour des acteurs énergétiques. Et on n'est plus vraiment le check and visit de l'état des lieux qui était connu au démarrage. On est vraiment un spécialiste de la collecte de données sur mesure. C'est-à-dire que maintenant, on a des clients qui viennent nous voir. J'ai besoin d'aller inspecter 8000 conduites de gaz. On sait déployer en fait la solution technique et les équipes pour le réaliser en très peu de temps. Ok. Alors, quel était le constat initial sur le besoin ? Le constat initial, déjà sur l'état des lieux, passer du papier carbone à quelque chose de structuré, on l'imagine assez bien. Le premier constat, c'est comme ils étaient mal faits, une inspection qui est mal réalisée, que ce soit immobilier, relevé de compteur, eh bien quand elle n'est pas qualitative, elle induit des erreurs, et à partir d'erreurs sur de la donnée collectée, on prend des mauvaises décisions et derrière il y a des conséquences. Sur le marché de l'état des lieux, très simplement, un état des lieux qui est mal fait à l'entrée, à la sortie, vous avez votre caution qui saute autant que locataire, vous comprenez pas pourquoi. Et en fait, il est trop tard parce que vous avez mal fait votre état des lieux d'entrée. Et comme il est contradictoire, c'est-à-dire que vous le faites en présence de quelqu'un qui va le réaliser avec vous, vous devez être d'accord pour le signer à la fin. S'il est mal fait, il y a des conséquences financières derrière. Donc l'enjeu principal, c'est déjà de bien réaliser ces inspections, de mettre en place tous les processus de collecte qui sont très similaires. La notation, en fait, experte, tel qu'on peut le voir en machine learning, en computer vision, on a vraiment besoin d'avoir des processus qui permettent de faciliter la notation et la structuration de l'information pour ensuite l'exploiter. Le constat initial, c'est vraiment déjà faire quelque chose de qualité dans un secteur où l'état des lieux n'est pas standardisé. Vous avez un intervenant d'une agence à l'entrée, c'est un expert qui vient à la sortie d'une autre agence, d'experts en état des lieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un réseau d'intervenants, les états de lieux sont majoritairement réalisés par des indépendants en France et aussi en interne par des agences immobilières. Les deux existent. Et nous, en fait, on est venu proposer une solution unique qui permet de standardiser la qualité des états des lieux à l'entrée comme à la sortie. Ce qui fait qu'on ne se retrouve pas à la sortie avec un état des lieux à l'entrée qui n'a pas été fait de la même manière et qui peut amener des biais. Donc ça, c'est un point important parce que du coup, il n'y a plus de questions à se poser parce que le processus d'inspection dans l'application fait qu'on ne peut pas échapper à quelque chose qui a été saisi à l'entrée. Alors, concrètement, ça veut dire que vous prenez une photo, par exemple, du dommage ou de ceux que vous voulez constater. Oui, tout à fait. Et après, donc tu nous disais, il y a un moyen d'annotation. On permet par exemple, d'entourer avec un cercle rouge. Alors, on n'a pas été là-dessus. Ça va arriver, mais on ne l'a pas fait parce que ça prend aussi du temps de dessiner pour chaque dégradation ou chaque annotation qu'on a besoin de mettre en valeur. Et en fonction des inspections qu'on doit réaliser, de faire des ronds partout, des carrés, ça prend quand même un certain temps et ça rajoute du temps d'intervention. Là où, en fait, quand on fait appel à une société comme la nôtre, ce qu'on veut, c'est de l'efficacité, de la rapidité, de la qualité. Donc, de rajouter des petites boîtes pour détourer, les centres d'information, on l'a pas nécessairement mis en œuvre au départ, et on l'a toujours pas. Et c'est pas
si gênant que ça dans la procédure de collecte, parce que une dégradation qui est très marquée, en fait, l'intervenant, naturellement, il va se rapprocher pour prendre une photo vraiment rapprochée. On va par contre plutôt travailler à la localisation de cette annotation dans l'espace. Donc là, soit à partir de computer vision géométrique, donc on fait une reconstruction 3D du logement pour dire là, il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Ou typiquement sur des conduites de gaz, on va suivre, là, il y a une soudure, il faudrait la refaire, ou là, le compteur est à tel numéro. Là, dans une image, on va venir cliquer, et là, on va mettre une vignette. On a un éditeur web qui permet de le faire, bien sûr. Mais sur le terrain, l'intervenant, il est aussi dans son processus de collecte d'inspection. Enfin, on va pas lui demander de venir détourer. Naturellement, les personnes s'approchent, en fait. Donc, par contre, la localisation va être importante. Vous avez un plan, et vous venez sur le plan indiquer les différentes photos qui sont prises. Alors, le plan, on l'a pas forcément. Le plan, on l'a pas forcément. On travaille plutôt avec des images 360 pour venir recaler l'information directement sur l'image. D'accord. Les plans, on peut les obtenir soit à partir d'une application mobile type iOS pour reconstruire les plans, ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et sur Android, on va plutôt avoir un nuage de points 3D qui structure l'espace pour venir localiser la dégradation. Mais en termes d'expérience utilisateur, quand on va travailler avec des experts, pas de problème pour travailler avec un nuage de points, un plan, etc. pour localiser. Mais on s'est très vite rendu compte que ce qui est le plus simple pour, on va dire, les enjeux business, c'est une simple image avec la zone, le point d'attention, avec l'information. Et finalement, en fait, de structurer l'information pour qu'elle soit visible sur une visite virtuelle 360, on l'a fait avant d'avoir le plan 3D complètement construit, parce que finalement, dans l'expérience, pour tout circuit assistance maîtrise d'ouvrage, dans une agence immobilière, la personne qui s'occupe de chiffrer, etc., elle va être plus à même d'utiliser un navigateur web avec une vue 360, avec une interface très simplifiée, qu'un modèle 3D avec des annotations dans l'espace. Enfin, on a essayé. On a dû arrêter parce que la navigation dans les nuages de points 3D, c'est pas si simple que ça à mettre dans les mains de tout le monde, en fait. Et puis, dans un nuage de points, l'information n'est pas complète. Est-ce qu'on calcule un mesh, c'est-à-dire une géométrie qui va définir des triangles pour avoir vraiment un volume 3D complet? Et là, il va se poser la question de couper les plafonds pour pouvoir naviguer dans la solution. Donc, en fait, on a développé tout ce truc-là. Mais finalement, dans le cas d'usage le quotidien, une bonne photo, c'est bon. Oui, la valeur ajoutée de la 3D n'est pas forcément énorme. La valeur à la 3D n'est pas énorme sur l'expérience de navigation. Elle est très importante sur la localisation, de pouvoir identifier l'endroit, de mesurer aussi une surface. Mais par contre, effectivement, sur l'expérience de navigation, à moins d'avoir une bonne aisance en jeu vidéo ou sur les logiciels, on va dire, de computer graphics pur de 3D, c'est vite compliqué pour naviguer, quoi. Et du coup, tu parlais aussi de faire en sorte que ce soit la même chose avant et après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet aspect-là et quelles contraintes vous mettez? Premier aspect, la structure de la donnée respecte quand même, on va dire, un template structuré. C'est-à-dire qu'on découpe les zones à inspecter naturellement, murs, portes, etc. Et on va s'assurer que les photos qu'on a prises à l'entrée, quand il y a une annotation qui a été marquée, on va venir les comparer ensuite après coup pour vérifier si cette dégradation est toujours là. Et inversement, on prend aussi des photos générales pour vérifier l'état d'entrée avant et après. Donc ça permet de se dire déjà, en regardant des photos, là il n'y avait rien, là il y a quelque chose, on le sait. Ou inversement, ce trou qui était dans le mur, quand je suis rentré, il était là. Et de la même manière, sur une voiture ou autre, on a ce genre de choses. Donc, là, en fait, d'être spécialiste de la collecte de données, on est spécialiste à un instant T. Donc on fait de la signature RGS pour stocker l'information, pour prouver que les données elles ont été saisies à un instant T précis et qu'on va venir comparer dans le temps. Donc ce point de comparaison de ces référentiels il est très important parce qu'il peut avoir une valeur juridique dans certains cas. Donc il faut s'assurer que quand on inspecte quelque chose et qu'on demande de faire la comparaison, il faut repasser surtout. Donc c'est un logiciel assez simple qu'on a développé en apparence,
Mais quand on doit intégrer toutes les règles, composantes, métiers, etc. dedans, bon, ça commence à faire quelque chose d'assez constant. Je rebondis sur ce que tu as dit sur la voiture, parce que c'est une activité que vous avez du coup développée. Vous êtes parti de l'état des lieux. Aujourd'hui, vous travaillez... C'est une activité qui est en train de se développer un peu par concours de circonstances, parce qu'on travaille sur la captation d'intérieur avec des téléphones mobiles depuis longtemps. Et en fait, faire des rendus photoréalistes d'intérieur en utilisant juste un téléphone mobile sans que ça coûte trop cher en temps de calcul, faut pas l'oublier, on peut faire de l'IA, mais bon, les cartes graphiques, elles ont quand même un coût quand elles tournent. Pour avoir des rendus photoréalistes, il y a encore un peu de temps pour nous, pour que ce soit vraiment scalable en termes de coûts. On n'en est pas loin, mais ça arrivera très vite. La voiture, pour le coup, très rapidement, on a réussi à mettre sur pied un produit qui tient la route pour scanner une voiture et faire un virtual showroom, l'inspecter, etc. Et en fait, c'est par opportunité parce que on pouvait le faire et on s'est dit tiens, pourquoi pas. C'était le sens de ma question que je voulais poser, c'était quelle différence techniquement il y a entre l'appart et la voiture? La voiture est plus simple. Ouais. Parce qu'on tourne autour. Donc on est capable de contrôler la qualité de la capture. En fait, la difficulté dans l'appartement, c'est pas tant vous envoyez un expert qui sait capturer. Il va y passer le temps qu'il faut, il va pas oublier. On arrivera toujours à avoir un résultat qui tient. Former quelqu'un à faire une bonne capture, ça prend quand même du temps. Et une fois que le temps de calcul... en fait, entre le temps de capture et la restitution, il peut s'écouler 1 heure ou 2. On n'est plus sur place. Le but d'une capture à l'instant T, c'est de le faire sur place. Alors, une voiture, c'est un objet, on se le représente bien, on va mettre le téléphone, on va tourner autour. Donc en fait, le processus de capture pour n'importe qui est assez simple en fait, et se rapproche de ce qu'on souhaite faire. Et l'opportunité de la voiture, c'était aussi une opportunité pour nous, parce qu'on avait déjà des contacts avec des sociétés d'assurance. Et en fait, sur les secteurs de l'assurance, bien sûr, l'immobilier est un réel marché, mais en fait, le secteur automobile est énorme. Donc en fait, on s'est retrouvé à avoir une techno qui était prête et plus mature pour la voiture que pour l'immobilier. Bon, ça arrive, mais bon, on ne peut pas en profiter. Ouais, c'est ça. Donc du coup, la clientèle change. Vous allez plutôt voir des assureurs, ce genre de clientèle pour le constater des dégâts. Tout à fait, ouais. Alors ça peut être constater des dégâts, de la fraude aussi, l'expertise de fraude. On peut demander aussi de placer un expert qui va scanner la voiture, qui va du coup constater que c'est peut-être pas réellement ce qui s'est passé par rapport à ce qui est décrit. Et donc d'avoir une trace aussi dans le temps, c'est important parce que ça coûte pas très cher de scanner une voiture en temps de calcul, c'est moins d'1 heure sur des cartes graphiques de taille raisonnable, donc c'est rien du tout. Et pour autant, les enjeux financiers, une fraude à l'assurance, c'est quand même quelque chose qui peut coûter très cher. Donc, effectivement, ouais. Technologiquement, aujourd'hui, avec l'état de l'art, si on fait le tour d'une voiture avec un téléphone comme ça et... C'est mort. Avec l'état de l'art, c'est-à-dire si on prend juste un téléphone avec un kit de réalité augmentée de base, ça va pas très bien se passer, ouais. En termes de reconstruction en 3D pure. Alors moi, mon use case, c'était le fait de prêter la voiture à quelqu'un, faut plutôt la louer et s'assurer qu'elle revient dans le même état. Est-ce que aujourd'hui, si on fait le tour avant-après, on est sur quelque chose enfin, quel est le niveau en fait de dégâts qu'on peut s'assurer de voir? Dans ce format-là, on le fait pas encore, tout simplement. Mais en fait, comme on est capable d'avoir une image HD de haute résolution, un scratch sur une voiture ou autre, on l'apercevrait. On l'aperçoit. Okay. Très facilement parce qu'on est capable de superposer quand même les modèles. Donc bon, ça se voit quand même assez bien. Et puis si on prend des acteurs de la location de voitures, donc on a Turo qui arrive en France il y a pas très longtemps, qui était surtout basé aux États-Unis. Il y a quand même tout un parcours voiture. Ils savent exactement précisément dans quel état est la voiture. Et si on va sur les loueurs de voitures Hertz et professionnels, etc., c'est la même chose en fait. Un véhicule, une fois qu'il a un problème, c'est noté. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'en France, on a un formulaire qui s'appelle Istovec,
qui est géré par l'État, qui permet de retrouver en fait l'historique de tous les, on va dire, les peints accidents qu'il y a pu avoir sur une voiture, qui permet de vérifier aussi ce qui s'est passé. Donc après, la précision sur ce genre de dégâts, il faut la mettre en perspective avec les montants qu'on cherche à évaluer. Bien sûr, un scratch sur une location, ça fait mal au cœur, mais on va compter l'aile à réparer en peinture, etc. Donc on va venir mesurer et on va le détecter quand même assez simplement. Okay. Mais des fois, il y a des choses bien plus importantes en termes de dégâts, quoi. Ouais, bien sûr. Ok, super. Alors comment ça a démarré tout ça, quoi? Quel était le début de l'aventure entrepreneuriale? Très drôle comme question. Ça a démarré, moi j'étais toujours dans un labo de recherche à l'époque, dans un centre IRT qui s'appelait Bicom, et j'ai rencontré Thibaut par une application de rencontre entre entrepreneurs qui s'appelait Sharper. C'est-à-dire que lui cherchait un CTO, moi je cherchais quelqu'un plutôt business, parce que j'avais toujours travaillé dans des centres de recherche précédemment, donc j'avais toujours eu envie de créer une boîte. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que j'avais que des clones autour de moi. Quasiment, on avait tous les mêmes compétences. Et finalement, pour monter l'entreprise, de s'associer avec des personnes qui ont des compétences très différentes, c'était très marqué. Donc, c'est complètement fortuit, par hasard, que ça s'est fait. On était respectivement inscrits sur l'application depuis très longtemps, mais on a mis plus d'1 an, finalement, à se rencontrer. Moi, je l'utilisais très peu. Lui, c'est pareil. Donc, bon, ça s'est fait un peu comme ça. Et quand la boîte était présentée, donc Check & Visite, c'était faire de l'état des lieux, quoi. Ouais. Et moi, en 2018, sur les problématiques de computer vision sur lesquelles je travaillais, le problème numéro 1 qu'on avait, c'était d'avoir de la donnée structurée d'intérieur. Pour la robotique, pour faire des algos un peu plus avancés, mais on n'avait pas à la main ni sur des bases de données publiques, ni sur toutes les données qu'on peut collecter qui sont pas forcément liées au processus d'inspection, mais typiquement quand on va se déplacer avec un téléphone dans un appartement, on connaît sa position relative dans l'appartement à tout moment. Et ça permet d'automatiser beaucoup de choses par la suite, d'avoir ce genre de data. Donc c'est pour ça que moi je fais le saut. Je me dis tiens, je pourrais faire des choses qui sont complètement alignées avec ce que j'ai envie, et je vais retrouver en fait un peu ce qui me manque en termes de données pour pouvoir travailler correctement dessus. Donc le saut en fait, pour ma part, il se fait un peu comme ça, naturellement, en me disant je suis arrivé un peu au bout d'un cycle ici. Si je veux continuer, il faut que je fasse différemment. Alors en termes de données, justement, quelle a été la mise de départ? Sur quoi est-ce que vous êtes parti pour mettre le pied à l'étrier? On n'a rien. Quand on démarre, on n'a rien. C'est bien tout le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée. Ouais. C'est-à-dire que quand on démarre, à part les états des lieux réalisés d'autres applications mobiles qui sont concurrentes, qu'on utilise pour réaliser les états des lieux, parce que ça reste le principal, la principale source de rémunération pour Check & Visite, c'est de déplacer un intervenant réaliser une inspection immobilière avec une application. Donc, la première étape, ça va être de construire cette application qui va permettre de collecter, structurer les données. Mais au départ, on a 0. Et ensuite, par état des lieux, on va commencer à collecter à peu près, suivant les cas meublés, non meublés, mais on va dire entre 150 et 200 photos, suivant les régions de France. Parce que, typiquement, à Paris, on a beaucoup de meublés. Donc là, un meublé, c'est 200 photos minimum qu'on va retrouver. Enfin, plutôt même en moyenne. Et en province, c'est 150. Quoi. Mais à Paris, sur les meublés, c'est 200. Ah oui. Voilà. Il y a toujours un peu plus. Ouais. Les gens aiment un peu plus leurs meubles à Paris. Non, je sais pas. C'est comme ça. L'habitude aussi de prendre les photos, parce qu'on a des clients aussi qui font de la location sur 1 mois, 2 mois. Donc il y a plus de turnover en fait aussi sur le nombre de locations. On fait pas de la location courte durée, on fait pas une journée. Et donc en province, on retrouve moins ce profil de roulement où les personnes ne restent que 3 semaines, 1 mois dans un logement. Alors qu'à Paris, ça on le voit beaucoup plus en fait. Il y a une rotation réelle qui existe. Donc là sur un meublé, mais en fait les personnes suivent de très très près en fait l'état des
l'état du mobilier. Ouais. Ok, donc étape 1, on fait une application pure sans IA, et dans un deuxième temps, on voit ce qu'on peut faire avec ces données-là. Dans un deuxième temps, justement, on découvre comment on va devoir accélérer le processus d'inspection pour que ce soit structuré, que ça puisse être de qualité aussi, pour vraiment être un référentiel de qualité de prestation et de restitution. Et cette application, effectivement, on va nous permettre de structurer, de labelliser correctement chaque photo qui est prise. Nous, elle est taguée avec tous les tags dont on a besoin pour l'identifier, quel type de dégradation ça peut être, et dans quelle pièce elle a été prise, sur quel revêtement, etc. Donc, on commence à se structurer assez vite sur ce sujet-là, ce qui nous permet derrière, effectivement, de démarrer l'amorçage d'un premier projet de dégradation. Donc là, la petite anecdote, c'est qu'on a un corpus de choix de labels qui est ample. Il est trop gros, il est trop vaste. Et du coup, en fonction des intervenants, certains vont annoter avec là c'est une marque, là c'est un impact. Donc fondamentalement, ça peut ne pas être très nuancé, mais en termes d'annotation, c'est pas très propre. Donc on va commencer à créer des clusters, en fait, tout simplement, pour restructurer les données, pour pouvoir les classifier, parce qu'on a l'ambition que ça tourne sur un téléphone mobile. Donc pour tous ceux qui ont un peu d'expérience sur les algos de classification et de reconnaissance, ça marche très bien quand on a beaucoup de RAM avec des réseaux de convolution. Quand on est en embarqué, va falloir cutter une partie des étages. Donc, parce que vous n'utilisez pas de serveur de calcul. Tout se fait sur. Ça c'est une volonté depuis le départ d'avoir un mode déconnecté permanent. Tout simplement, même de pas être en progressive web app, de faire que du natif. C'est une volonté très forte parce que il faut avoir aucun problème sur place. L'application, la sous-intégration continue, ça c'est quelque chose d'important. Depuis le départ, on a mis tous les efforts nécessaires pour que ça tourne en permanence, pour qu'un intervenant puisse faire ses inspections sur le terrain sans jamais être embêté. Donc oui, pas de serveur distant. Donc ça veut dire que pour faire de la reconnaissance embarquée, il va falloir faire des concessions. Ouais. Sur le nombre de catégories de data qu'on souhaite reconnaître et de réseaux spécialisés, parce qu'on ne peut pas avoir un seul réseau pour tout faire. Il faut des réseaux spécialisés par étape. Et celui qui a le plus d'importance pour nous, c'est tout ce qui se passe sur les murs. En fait, c'est là où il y a le plus d'enjeux. Il y a toujours des problèmes d'annotation en fait sur les murs, et c'est là où, en termes de chiffrage derrière, une remise en état, les litiges, etc., c'est toujours sur les murs où il faut être le plus vigilant. Donc ça, on l'identifie très rapidement, et ça nous permet, nous aussi, d'améliorer notre application d'un point de vue opérationnel. Elle évolue aussi en termes de parcours utilisateur pour simplifier et limiter les erreurs. Donc au fur et à mesure, la donnée qu'on collecte, c'est là que c'est intéressant. En fait, au départ, on fait pas forcément beaucoup d'IA. On se rend compte juste qu'il y a des choses à réaligner, et on change le produit en se disant là, ça va colle pas. Et en fait, en changeant le produit derrière, c'est bon, ça n'apparaît plus. Et en fait, on réduit aussi les litiges clients. Donc, on travaille beaucoup avec les équipes opérations et CS sur le sujet pour minimiser en fait les erreurs d'amélioration de l'application. Et c'est là qu'on commence à se construire un corpus de collecte de données qui est intéressant, puisque nos photos sont annotées toujours avec un standard de qualité qui nous est propre. Et en fait, et c'est ça qui est important, un intervenant qui a fait l'inspection d'entrée, quand il va revenir dans un logement, c'est pas forcément le même intervenant qui va venir faire l'inspection de sortie pour un état des lieux. Ouais. Donc il faut pas qu'il soit perdu dans ni les termes, ni la manière dont c'est structuré, commenté. Donc même les phrases sont structurées suivant une manière de faire qu'on a. Oui, il y a un énorme enjeu d'expérience utilisateur pour le. Ah oui, non, mais clairement, parce que c'est très précis, les enjeux financiers derrière sont importants. Et il faut pas hésiter à revenir en arrière, puisque de toute façon, une fois que l'application, l'intervenant il est sur place, de toute façon, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qui va pas, il est en vase clos, donc il peut pas récupérer le truc par un truc web ou une assistance ou autre. Donc il est parti pour 2-3 heures dans un vase fermé. Ouais. Donc les expériences UX, il faut qu'elles soient effectivement très adaptées, puis elles restent répétitives.
Donc, ils prennent aussi des automatismes au fur et à mesure. Donc, on doit aussi, nous, améliorer notre manière d'annoter au fur et à mesure pour faire gagner du temps et que la donnée soit structurée. Et une fois qu'on a réussi à passer ces étapes-là, et bien là, on a pu commencer à entraîner des réseaux de neurones avec des scores de qualité qui commençaient vraiment à monter. Alors justement, sur cette partie-là, j'ai plein de questions qui me viennent. La première, tu parlais de natif, c'est pour ça que ça m'y a fait penser, mais est-ce que le type de téléphone et donc d'appareil photo qui est lié au téléphone, est-ce que ce genre de choses, c'est important Alors, sur tout ce qui est algo de reconnaissance, non. Pour tout ce qu'on fait en 3D, là, on est plus exigeant. Mais pour tout ce qui est reconnaissance, on a dès le départ, il fallait que ça tourne sur le téléphone qui a 5 ans en arrière, qui est pourri et qui va avoir du mal. Et qui n'aura pas forcément, donc, sur Android, c'est Google Service à jour, parce que notre première application mobile est sur Android. Et donc, il n'y a pas toutes les dernières versions de TensorFlow Lite, etc. Donc, toutes les procédures de mise à jour utilisateur sont à faire, etc. Mais non, c'est un choix dès le départ de supporter des téléphones pas qualité en termes de capture photo. C'est pas forcément gênant, c'est juste que ça donne de la variété, nous, pour nos algos d'apprentissage, mais les images sont pas jolies pour le client, en fait. Donc, c'est ça qui est embêtant. Et en termes de puissance de calcul, non, dès le départ, on se dit, il faut que ça tourne sur un téléphone, désolé du mot, mais pourri. Parce que c'est... Voilà. On a aussi un autre enjeu, c'est la batterie. On peut pas laisser le truc tourner tout le temps, parce que ça va drainer la batterie à une vitesse importante. Donc l'expérience, elle est construite aussi d'activer le bon réseau de neurones au moment où on prend la photo. On sait déjà dans quel contexte on veut, à quel contexte on veut répondre, et on le laisse pas explorer. Et du côté des conditions de la prise de photo, l'éclairage, ce genre de choses, est-ce que ça vous a donné du fil à retordre en termes de collecte pour avoir toute la variété? Bien sûr, parce que typiquement un téléphone pas qualitatif, il va avoir des problèmes de balance de blanc. Donc on prend une photo, des fois ça va être tout jaune, des fois ça va être tout bleu. Mais ça, on l'a pris en compte, nous, dans la variété de l'apprentissage. Une dégradation, c'est... sauf les taches d'huile, mais elles ont quand même elles amènent un gradient dans l'image qui est différent, mais il y a un gradient. Nous, dans nos algos d'apprentissage, on fait de l'augmentation de données par une variation en balance des blancs qui nous permet de compenser ça. Donc, en fait, ça n'a pas été gênant pour la collecte, mais en comparaison, des fois, on prend des photos, typiquement les toilettes, l'ampoule au plafond, il y a un téléphone, la balance des blancs va tendre vers le jaune, donc on a l'impression que les murs sont jaunes, et d'un autre côté, ça va être bleu. Alors que, en fait, dans les descriptifs, c'est écrit que c'est blanc. Mais ça, c'est une réalité, ça arrive. Oui, ça, nous, on peut... C'est pas notre combat. C'est des problèmes compliqués, je bosse là-dessus, c'est pas évident du tout à résoudre. Et en fait, qu'est-ce que ça va apporter derrière d'avoir la bonne couleur pour comparer deux photos où on va regarder surtout les dégâts et plus sûr. Que... Alors, effectivement, si quelqu'un décide de tout peindre en rose dans un appartement, ça pose question. Mais c'est pour ça que le texte sémantique est important. Jaunir les murs. Ça, c'est beaucoup plus litigieux. Mais c'est pareil, quand les murs jaunissent, c'est toujours dans une zone. C'est jamais jauni complètement. C'est pas exactement, c'est pas uniforme, la cigarette. Okay. C'est intéressant. Et là, on parle du coup, fine-tuner en fait des modèles de computer vision pour de la reconnaissance, ce genre de choses, c'est ça. Est-ce que sur les évolutions très récentes, que ce soit du côté du texte avec les large language models ou du côté de l'image avec la génération d'images, est-ce que la generative AI change quelque chose ou pourrait changer quelque chose à votre... Clairement, nous, ça pourrait gagner énormément de temps. Ok. On a fait énormément de tests avec ChatGPT sur le sujet, mais très vite, on s'est rendu compte aussi des limites. C'est-à-dire que, maintenant, le mot est un peu rentré dans les têtes de tout le monde sur les hallucinations que peuvent générer. Et le fait que ça a du mal à rester dans un contexte qu'on lui définit. Donc, pour forcer un LLM à rester dans un contexte de texte, déjà, c'est pas évident. Quand on commence à tokeniser les images pour les donner, les nourrir en pièces jointes, on va dire d'une requête textuelle, d'un prompt, là, on commence à atteindre un des coûts
qui sont importants. Deux, le contexte est encore moins suivi. Alors, il y a des fois, ça se comporte de manière très correcte, c'est tangible. Par contre, l'information qui ressort, dès qu'on veut la structurer pour la récupérer, là, il faut la retravailler. Dans une certaine mesure, ça se fait. Typiquement, vous mettez une photo de dégâts des eaux dans un logement où il y a de l'eau sur plusieurs centimètres, il n'y a pas de problème, ça marche. Une flaque, ça marche aussi. Et puis, à un moment, on ne sait pas pourquoi, il nous parle d'autre chose. Et là, on fait, qu'est-ce qui se passe? On a beau rejouer plusieurs fois. Non, mais là, il y a un dégât, regardez. Et en fait, non. Là, on parle de l'algorithme de description de l'image. Oui, tout à fait, ouais. Là, sur la description, on sent les limites. Et pour nous, ça, c'est ça qui a de l'importance, parce qu'on prend énormément de photos, on va dire, dans notre quotidien. C'est même le moteur principal de contextualisation de l'information. Mais on se rend compte aussi que les algos qui sont sortis autour des LLM et de l'analyse d'images associées pour faire du multimodal, vraiment texte et image, ça part dans des délires. Des fois, ça tient, mais quand ça marche pas, c'est incontrôlable. Et quand ça n'est pas contrôlable et qu'on peut pas en tirer, quand derrière, on le voit dans la santé, des choses comme ça, tout le monde a commencé déjà à arrêter tout ce qui était ChatGPT, etc. sur le sujet, parce que justement, ils n'arrivent pas à le laisser dans le contexte, le forcer, et c'est là où il faut redévelopper un algo maison avec une base qui va permettre de structurer un tel LLM. Donc là, il y a des avancées très très récentes qui montrent que c'est un peu mieux chez Mistral, etc. Mais attention, c'est pas encore capable de raisonnement. Il manque beaucoup de choses encore. Par contre, c'est une opportunité effectivement énorme pour nous, puisqu'on a une base de données de plus de 20 millions d'images maintenant. Donc effectivement, le jour où... Côté texte ou des purs textes, il y a un intérêt pour vous? Bien sûr, parce qu'on peut... Puisqu'on a la base de données de photos et de textes, s'il peut produire le texte dans nos standards par rapport à une photo... Non, je veux dire input texte, output texte. Oui, il y en a un. Toutes les inspections qui ont été faites par le passé sur du papier qui traîne, mais pas forcément état des lieux, rapport d'huissier, rapport d'inspection pour des conduites de gaz, pour beaucoup de cas. On a beaucoup de papier encore dans nos procédures. Pareil, l'immobilier, c'est des papiers, sans parler de nos métiers d'inspection, de pouvoir aller récupérer de l'information qui existe sous forme papier, qui n'existe pas de façon digitale, ça existe encore. Donc ça, pour nous, ça a un intérêt. Maintenant, tout ce qui est DPE, etc., il y a des obligations d'avoir des fichiers structurés en XML pour structurer l'information, mais c'était pas le cas. Il y a pas mal de données à structurer potentielles comme. Mais ça, par contre, dans l'analyse de documents, là, il y a un intérêt fort. Maintenant, sur nos secteurs sur lesquels on travaille, un peu moins. Mais autour à gravité, oui, il y en a. Alors, est-ce que tu pourrais nous partager une décision business que vous avez prise en regardant votre data? Changer le produit, c'est arrivé. On a killé des segments de marché aussi. Ouais. Par exemple? Le marché B2C, tout simplement. Ouais. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué dans l'esprit d'un particulier d'accepter qu'un tiers vienne faire l'état des lieux à sa place, une inspection à sa place. Ouais. Et il trouvait toujours quelque chose à redire sur des détails qui n'en étaient pas. Et il voyait toujours son bien plus beau qu'il ne l'était. Donc là, c'est difficile de faire accepter à quelqu'un qui est persuadé qu'il a raison, alors qu'il a tort, puisque c'est des intervenants qui sont formés pour toujours faire la même chose. Et notre standard de qualité, nous, c'est chaque intervenant fait la même chose, peu importe, avec nos outils. Et donc là, ça, c'était un segment. Il y avait plus de support client, plus d'échanges, etc. Donc ça, au bout d'un moment, on a dit, non, en fait, donc on a mis du temps, on y reviendra peut-être, même sûrement, mais tant que cette frontière d'accepter que non, en fait, ça, c'est dans cet état-là, c'est vrai. Oui, c'est plus dur à gérer et probablement des gens qui sont moins sachant qu'il a payé pour déplacer quelqu'un, il a fait appel à nous pour ne pas le faire lui-même.
Et du coup, il a l'impression, non, c'est pas bien fait. Alors que, Ouais. Et puis ça lui fait plus mal qu'à l'entreprise d'avoir payé aussi. Exactement. Donc voilà, il voit moins le bénéfice, alors que typiquement une agence immobilière ou autre, elle va pouvoir concentrer ses équipes sur d'autres tâches. C'est la sous-traitance. C'est la sous-traitance. Voilà. Donc c'est voilà. Ok. Est-ce que vous faites du machine learning ou, si oui, autre que de la computer vision, bien sûr. Est-ce que tu aurais un exemple? Typiquement, tout ce qui est génération de contenu d'images photoréalistes, c'est basé sur l'IA générative type NERF et Gaussian splatting. Donc là, c'est vraiment de la collecte d'images à partir du téléphone qu'on va structurer. Donc c'est là où se promener juste avec un téléphone, avec son module de réalité augmentée, suffit pas à bien stabiliser la trajectoire de la caméra pour ensuite apprendre avec les images. Vraiment, on entraîne un réseau de neurones pour stocker l'information de la scène, en fait. Ça marche vraiment super bien, mais c'est un apprentissage supervisé, acquisition par acquisition. On généralise pas j'apprends à générer des appartements. Et au bout de 50 heures d'apprentissage, je lui demande, génère-moi un appartement. Nous, on est vraiment génère-moi un point de vue à partir des images que je t'ai données en entrée. Donc, on apprend un réseau de neurones à structurer l'information de cette manière-là. Donc, c'est une forme de machine learning, mais qui n'est pas générative dans le sens où on ne va pas s'amuser à régénérer de nouveaux appartements. On s'amuse à régénérer de nouveaux points de vue. Alors, quand je dis amuser, c'est pas le bon terme, mais de capter un élément sur plusieurs angles de vue, de pouvoir le régénérer sous un autre, pour localiser une annotation, etc. Ça a aussi de l'intérêt derrière. Est-ce que tu as des exemples de grands verrous, grands obstacles techniques que vous avez dû surmonter pour résoudre vos problèmes, pour faire ce que vous avez fait? Le plus gros obstacle, un des plus gros obstacles techniques, ça a été, il y en a plusieurs. Le premier qui me vient en tête, c'est qu'on a plafonné à 70% de performance sur nos réseaux de neurones d'apprentissage de dégradation pendant un long moment, avant de comprendre d'essayer des nouvelles techniques d'augmentation de données. On allait couper des miniatures dans les images, donc en fait on pré-entraînait notre réseau, on segmentait les zones qui activaient et excitaient les réseaux de neurones, on venait les découper pour enrichir notre réseau de neurones. Donc on a fait vraiment du surapprentissage là-dessus, et là il a fallu, on a essayé plusieurs choses avant de réussir à dépasser les 90%. Et quand je dis dépasser les 90%, c'était sur un réseau de neurones qui a 8 gigas de poids. Donc sur un téléphone mobile, nous, il y en a moins de 40. Donc, et en fait, c'était le premier pas qu'on voulait réussir à franchir. C'est déjà entraîner un réseau de neurones à faire plus de 95%. Donc ça nous a fallu 8 bons mois à essayer régulièrement. C'est un truc qui tournait. Et c'est l'augmentation de données qui vous a permis de les franchir? Ouais. C'est la manière dont on a augmenté les données, d'aller vraiment détecter les zones, qui a permis de casser le truc au bout d'un moment, malgré la taille de nos bases de données, par les problèmes de représentation de classes les unes avec les autres. Ça nous a permis de mieux balancer le jeu de données, mais surtout de mieux centrer l'information. Et là où c'est intéressant, que ça s'est très bien généralisé, et que quand on a réduit les poids du réseau, on est resté au-delà des 80%. Alors que on aurait pu très bien tomber à 50, à 45%, mais là, le truc sert à rien, quoi. Mais ça, c'était l'indicateur d'accuracy. Il fallait absolument qu'il soit très haut dès le départ, et ça c'était assez long. Comment on passe d'un modèle qui a 8 gigas à un modèle qui fait 40 mégas sans... On a taillé dans les poids. On a aussi bénéficié de la communauté PyTorch, parce qu'on utilise PyTorch depuis le départ.
Il a fallu le convertir vers TensorFlow. Et là, quand même, on avait de l'expérience sur le choix du réseau, ResNet, etc., pour pouvoir compacter l'information. Et on a réduit le nombre de classes. En fait, un gros poids de réseau, ça nous a permis d'explorer comment on prenait les différents étages. Donc, typiquement, on a utilisé des réseaux comme VGG, qui sont des dinosaures du machine learning maintenant, mais qu'on a l'intérêt on peut vérifier que les poids du réseau ont convergé, parce qu'on revoit apparaître les gradients des primitives, on va dire mathématiques, ils apparaissent dans les premiers étages. Donc on sait déjà, quand on a entraîné, que l'entraînement n'a pas fermé. Et inversement, quand on sous-dimensionne le réseau et qu'on le prune, et qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus petit, ces étages, ils réapparaissent un petit peu au départ, et puis après, ça compacte l'information de manière différente, quoi. Donc tu prunes le réseau, c'est-à-dire que tu coupes des branches? Ah oui, il n'y a pas de choix. Il faut bien les couper, et il y a quand même pas mal de choses maintenant disponibles pour le faire. D'accord. Sauf que, pas de bol, là, au premier découpage, on était 2 mégas au-dessus de la limite acceptable pour pouvoir le stocker dans Firebase. Donc ça, c'est un truc tout con, mais qui peut être très pénible. C'est que votre poids de réseau, si vous voulez pouvoir le stocker, qu'il soit à disposition dans votre application mobile, qui se mette à jour tout seul, sans vous amuser à le charger, décharger, parce qu'il est trop gros, vous pouvez utiliser Firebase pour les imports-exports de poids de réseau de neurones. D'accord. Et il faut faire moins de 40 mégas. Donc là, il a fallu retravailler un petit peu et sacrifier un petit peu. Mais en fait, derrière, en termes de maintenance, il n'y a pas trop le choix de passer par là. Sinon, on peut avoir une application avec un APK qui fait 400 mégas, mais bon, ça n'a pas d'intérêt de télécharger une appli aussi grosse pour ça. Ok, donc c'est un outil qui vous a permis de partir du réseau initial et de déterminer quelle branche est la moins utile, en gros, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Et de proche en proche, on coupe et après, tu vois le score sur des classes de test qui tournent, et tu vois que ça tourne. Ouais. Ok. C'est intégré à PyTorch? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, donc non, c'est pas intégré à PyTorch. D'accord. Il a fallu mettre les mains vraiment dans le fichier des poids de réseau et couper dedans. Ok. Hyper intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs techniques que vous avez fait sur le chemin et que tu pourrais nous partager pour qu'on gagne du temps, si on avait des problèmes similaires? De bien comprendre les labels, en fait. Nous, on a eu ce problème de travail sur le corpus. Ça peut paraître basique, mais un bon exemple, c'est le pain chocolat, la chocolatine en France. 2 personnes peuvent dire la même chose avec 2 mots différents, et en fait, pour certains, c'est 2 mots différents, et pour d'autres, c'est les mêmes mots. Et je reviens sur impact et marque, dont je parlais tout à l'heure. En fait, il faut absolument aucune ambiguïté entre les termes. Et je pense que ce travail qu'on a déjà fait il y a plus de 2 ans va nous servir encore plus sur toutes les fine-tuning de LLM et de fouille dans les documents, parce que le premier travail qu'on doit faire, c'est construire cette vector database qui va construire la fonction de distance entre les chaînes de caractères. Et j'ai même pas envie d'essayer, mais je pense que impact et marque, typiquement, sont très proches en français, alors qu'en anglais, ils vont pas forcément l'être. Et pour autant, ce genre d'ambiguïté sur un terme dans la notation peut pourrir, en fait, complètement l'apprentissage, quoi. Ouais. Et donc, en fait, ça a été... Mais c'est sur le terrain, sur le produit qu'on le voit, mais ça peut paraître basique, mais ça fait toute la différence assez vite, ce côté-là. Le deuxième point, c'est la variété des données dans la base d'apprentissage. Nous, sur les inspections immobilières d'appartements, c'est par trouver avec une variété de dégradation énorme sur l'ensemble de ce qu'on voulait reconnaître. Et donc là, on s'est retrouvé avec un peu un manque de données aussi à un moment, donc il fallait attendre en fait qu'on fasse des inspections parce qu'elles arrivaient. Mais ça, c'était un côté un peu frustrant parce qu'on avait assez d'exemples de données sur une partie, et puis sur d'autres labels, on était un peu moins aguerris, juste parce qu'on n'avait pas de captation. Bon, après, ça, c'est propre, je pense, au fait que c'est nous qui faisons nos outils de collecte
d'analyse, mais bon, c'est une réalité qu'on a rencontrée sur le terrain au fur et à mesure. On ne pensait pas que ça serait aussi long d'avoir ça. Ok. Alors, c'est quoi les prochaines étapes pour Check and Visit ? Les prochaines étapes, ça va justement de mettre les mains dans tout ce qui est en apprentissage de l'LM multimodal. En fait, on a les bases de données, on a le corpus de texte. Aujourd'hui, il faut réussir. Enfin, on va laisser les autres se casser les dents avant dessus. Mais la multimodalité dans l'apprentissage, le principal souci, c'est le manque de contexte. Dès que le contexte va être géré et que ça va rester, on va être capable de fine-tuner. Il y aura des choses sur étagère pour le faire. Aujourd'hui, nous, notre prochaine étape, c'est de surtout pas se précipiter là-dedans trop vite. Parce que quand on voit les acteurs qui travaillent sur le sujet, c'est simple, ils ont des dizaines de milliers de cartes graphiques. Ouais. Et les coûts, rien que de recherche, pour essayer d'améliorer l'existant, sont énormes. Donc, ils savent qu'ils sont bloqués. Et qu'il faut repenser. Donc, le multimodal est vraiment très très loin des performances de ce qu'ils font en image ou de ce qu'ils font en texte. Quoi. Voilà. Donc en fait, là, il y a un moment où faut être un peu plus patient sur ce côté analyse d'image et de texte pur. Et à côté, on a quand même tous nos outils d'IA basés image, mais génération d'images qui sont plus matures. Et là, par contre, on a plus de choses à faire. Parce que on a des bons résultats sur les voitures, sur l'immobilier, ça commence à être vraiment bien. Et ça va monter en qualité au fur et à mesure, tout de la même manière, en maîtrisant les coûts. Donc l'enjeu sur tout ce qui est reconnaissance et classification, c'est pas de se précipiter, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui se cassent les dents dessus. Alors bien sûr, ça peut être un avantage technologique, mais la réalité, c'est que pour en développer un, il y a une mise de départ qui est 1 million d'euros. Donc en fait, dans notre business, c'est pas le business de Check and Visit de développer ça. Donc faut accepter de dire on va attendre. Par contre, quand les services vont sortir clé en main pour fine-tuner un peu ça, je pense qu'on a des cas d'études avec des contextes bien ciblés qui permettent de vérifier déjà si dans le cadre d'une inspection, l'IA est capable de rester dans le cadre qu'on lui impose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, Alors, quel invité est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors moi, je me posais la question parce que je voyais beaucoup de co-founders, de développeurs, etc. J'ai pas vu beaucoup d'étudiants. J'ai vu quand même des doctorants, ça c'est top. Et je me suis posé la question, est-ce qu'en fait, là, on arrive mi-janvier, enfin mi-mai 2024 bientôt, des étudiants en fait d'école qui ont des cours. Mais en fait, je me pose la question comment eux ils le vivent en ce moment et comment ils se projettent sur le sujet. Parce qu'en fait, ça évolue très très vite et ils ont tous des enseignements de qualité, mais bon, ça pose beaucoup de questions sur son profil, sur les études qu'ils ont parcourues, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et là, je pense que autant des écoles très produits que très dev ou très mathématiques, ça peut être intéressant de confronter un peu Super. leur point de vue. Ça marche. Merci Sylvain. Merci.